Filmer notre vie, notre quotidien, nos rires, nos joies, nos larmes, nos succès, nos échecs, nos doutes, nos atermoiements, bref, dévoiler son intimité sur les réseaux sociaux est devenu un phénomène banal. Plus besoin d'être une vedette ou une célébrité pour partager sa vie sur la toile. Stories, vlogs, podcasts, tout passe dans cette pratique exhibitionniste voulue et assumée. Et nombreux sont aujourd'hui ces personnes à suivre sur les réseaux sociaux la vie de parfaits inconnus dont ils se rapprochent seulement au travers du petit écran. Qu'est-ce qui nous pousse à épier la vie d'autrui? Pourquoi se raconter est devenu si répandu? Et quel est aujourd'hui notre rapport à l'intimité quand la sphère privée doit déborder sur l'espace public? Eh bien, nous en parlons aujourd'hui dans le présent forum de discussion avec autour de la table Valdi Guaguidi. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? Ça va, merci. Vous êtes créatrice de contenu et comme on va le voir, vous cumulez plus de 41 000 followers sur votre compte TikTok et presque 500 000 likes. Vous avez 496 000,5 plus exactement. Sur Instagram, vous comptez 32 000 followers. Vous vous définissez comme une femme qui s'aime et qui redonne confiance à d'autres femmes. Vous avez cofondé Coucou Copine, c'est bien cela. Vous dites que c'est une plateforme pour aider les femmes à glow up. Glow up, c'est-à-dire? À grandir. Sur beaucoup d'autres plans, sur le physique, le mental, la santé, bon, en général, voilà. D'accord. À la base, vous avez fait une licence en agronomie. Vous avez d'ailleurs soutenu votre mémoire tout récemment. Oui. Vous en avez parlé sur les réseaux sociaux. Si. Même si défricher la terre, ce n'est pas fondamentalement ce que vous adorez faire le mieux. Et ce n'est pas dans ça forcément vous vous épanouissez le plus. On aura le temps d'en parler. Merci d'être passé ou de venir sur 5 sur 7 matin partager votre passion avec les téléspectateurs. En face de vous, Stéphane Bossa. Stéphane, bonjour. Bonjour, Adam. Comment allez-vous? Très bien. Vous êtes photographe professionnel. Vous avez fondé les ateliers Bossart à Paris. Vous avez glow up, pour utiliser l'expression de Valdi, lorsque vous êtes devenu le photographe de la star mondiale du football, Samuel Eto'o-Fils. Une chose qui vous définit bien, vous aimez le sartorialisme, l'art de bien s'habiller dans le respect des règles traditionnelles afin d'obtenir une réelle élégance, comme on va le voir d'ailleurs sur ces images. Vous êtes aussi un peu boucantier sur les bords, on va le voir aussi. Vous êtes passionné de rencontres, de découvertes, de création, de voyages et de documentation. Vous avez couvert de grands événements sportifs et culturels dans le monde. Vous captez aussi des scènes de vie quotidienne empreintes d'émotions. Vous avez d'ailleurs fait dernièrement une exposition au Novotel où on a pu découvrir vos œuvres. Vous vous êtes lancé depuis quelques temps dans le podcast. Vous nous direz tout à ce sujet. Merci. La présentation est complète. Bon, ça va, je vais rajouter. Il y a 2-3 choses à ajuster. Il y a 2-3 choses à rajouter parce qu'aujourd'hui, je suis producteur audiovisuel. D'accord. Parce que j'ai fait une licence en assistant réalisation à Paris. D'accord. Un BTS en photographie. Donc là, j'ai beaucoup de cordes à mon arc et tout. Donc, d'accord. Toujours dans le domaine de l'image. D'accord, ouais. Toujours. Et à côté de vous, c'est un peu le seul qui fait office de tonton sur le plateau, on va le dire finalement. Thomas Idéa, bonjour et bienvenue. Bonjour le man. Comment allez-vous? Très bien, ça va. Vous êtes docteur en philosophie. Vous avez entre autres écrit philosophie au bac. Oui. C'est entre autres un de vos ouvrages puisque vous en avez d'autres. Oui. Merci d'être venu sur 5 sur 7 matin, partager votre réflexion sur le sujet avec vous. Donc on sera plus dans l'aspect philosophique de la chose, puisque la philosophie, finalement, c'est l'art de penser le monde. Tout à fait. C'est cela. Bien sûr, man. Merci. Alors, Valdi, on va le dire, pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous afficher sur les réseaux sociaux? À quel moment vous avez décidé de commencer par être présente sur les réseaux? Déjà, pour commencer, je me suis lancée comme toute autre personne parce que je m'ennuyais. Et je voulais m'amuser comme tout le monde. Ce qui m'a poussée à prendre cette tournure, c'est parce que je me montrais telle que j'étais chez moi. Et j'ai reçu énormément de critiques par rapport à mon physique, par rapport à qui j'étais. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose de pas normal. On devrait tous accepter tel qu'on est. Et je me suis dit que j'allais axer mes contenus sur ça. D'accord. Alors justement, vous parlez de la forme physique et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, dans l'une de vos vidéos que vous avez réalisées, que vous avez déposées sur Internet. On s'est fait pas prier avant évidemment d'aller venir, de partager avec les téléspectateurs pour pouvoir, on va dire, mieux cerner ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Regardez cette vidéo de Valdi Guaguidi qui parle
évidemment, de la forme physique en général. On a tout fait, d'accord, de faire des observations pas très saines sur le physique de X ou Y. Généralement, on ne le fait pas de façon méchante, mais on ne le fait pas de façon méchante, mais évidemment, ça fait mal parfois. Regardez. De se regarder dans le miroir et de ne pas aimer ce que l'on voit. J'ai vécu ces moments où l'on se sent écrasé par les normes de beauté imposées par la société. Où l'on est obligé de se priver pour ressembler à un tel ou à un tel. Et si ce n'était pas qu'une question de poids? Et si ce n'était pas qu'une question de forme? La beauté ne se mesure pas à une taille ou à un poids. Elle réside dans notre unicité, dans notre histoire, dans notre force. Il est crucial de célébrer nos corps, qu'ils soient grands, petits, ronds ou filiformes. Rappelons-nous que la véritable beauté émane de la confiance en soi et de l'acceptation. Alors donne de l'amour à ton corps et il te valorisera en retour. À la base, cette vidéo, c'était pour motiver, c'est ça, pour ces personnes qui ont une forte corpulence, comme vous peut-être, pour les motiver à s'accepter, c'est cela? Pas seulement les personnes qui sont comme moi, mais celles qui sont tout autant différentes, qui sont beaucoup plus minces, parce que les femmes qui sont très très minces subissent un harcèlement. On les appelle demando gogo par exemple. C'était une trend limite à une certaine période et je me suis dit que c'était quand même pas normal de harceler quelqu'un par rapport à son physique. D'accord, très bien. On va revenir tout à l'heure de fond en comble sur ce que vous faites plus précisément aussi. Vous avez plusieurs cordes à votre arc. Le temps pour moi de me retourner vers Stéphane. Stéphane, depuis quelque temps, vous avez, comme je l'ai annoncé tout à l'heure dans votre présentation, créé un podcast. On va d'ailleurs voir à peu près ce teaser qui présente un peu ce que vous faites dans votre studio. Regardez. Plus ce genre de femme qui... On va se retourner justement vers la régie, si tout est bien accordé de l'autre côté, pour voir, on va dire, ce teaser sur, évidemment, le studio de Stéphane Bossa, là où il concocte ses podcasts. Stéphane, pourquoi vous avez décidé de fonder ou de créer un podcast? Il y a Atelier Bossa et c'est dans Atelier Bossa on a Créavos. Et Créavos, c'est un studio de création de contenu, de podcast, et c'est un studio à multi-décors qui permet aux gens qui n'ont pas d'espace pour faire leurs interviews, pour faire leur mise en boîte d'émissions radio comme télévision. Donc c'était quelque chose qui est déjà à Paris, que j'ai ramené à Cotonou. D'accord. Et parce qu'il n'y en avait pas assez. J'en connais un ou deux présents à Cotonou. Donc je me suis dit, c'est le moment de ramener ce qui se passe déjà dans le monde entier, chez nous au Bénin. Parce que beaucoup de personnes m'ont posé la question, pourquoi au Bénin alors que tu vis à Paris, tu pourrais le faire à Dakar, tu pourrais le faire à Kinshasa, tu pourrais le faire à Abidjan. Je lui ai dit, oui, c'est bien beau, c'est bien, toutes ces villes-là. Mais le plus important, c'est qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe au Bénin. Et s'il n'y a pas ces genres d'infrastructures pour accompagner ce qui se passe dans le pays, et tout le monde doit aller ailleurs pour créer ses contenus, pour faire des émissions de podcast, ça ne sert à rien. Donc la rentabilité sur un business, ça ne se passe pas en séance tenante. C'est avec le temps, le travail que ça vient. Donc voilà pourquoi on a ramené ce truc au Bénin, pour aider les Béninois, les créateurs de contenu et tous ceux qui veulent donner de la visibilité à leurs produits, créer des capsules de vidéos, enregistrer des voix off et tout ça. Quand je dis « Ah, Samuel », vous avez la ref? Stéphane, vous avez la ref? Ouais. D'accord. Alors, aujourd'hui, on va pas mettre le professeur Edia dans la confidence. On va garder ça entre nous. D'accord? Alors, aujourd'hui, on a remarqué le succès des podcasts au travers des personnes qui viennent parler d'elles, justement, qui viennent raconter leur parcours. Est-ce que vous pensez que c'est devenu aujourd'hui une niche, raconter son parcours pour inspirer ou pour intéresser?
Au fait, c'est très important aujourd'hui les podcasts parce que les grandes marques en Europe le font déjà sur leurs produits. Par exemple, quand on prend la maison LV et tout, ils font des podcasts sur leurs produits. Quand on prend des grandes banques en France, ils font des podcasts sur leurs produits. Et les gens qui ont une histoire à raconter et ont besoin d'un lieu, d'une place pour venir s'exprimer. Parce que dans un studio de podcast, toute la pièce est travaillée. Il y a des panneaux acoustiques, il y a des tapis acoustiques qui fait que le son est présent, les matériels utilisés sont présents. Donc ça fait qu'ils ont besoin d'un espace comme ça au lieu de les faire chez eux. Parce que quand tu fais des trucs chez toi à la maison et tu fais dans un studio bien équipé, c'est plus professionnel. Et ça dépend de quelle cible, de quelle motivation, de tes objectifs aussi. Soit tu le fais chez toi, soit tu le fais dans un studio. Justement, je parlais tout à l'heure de Samuel parce que on a remarqué que de plus en plus de personnes s'investissent dans le podcast, ce qui fait que même des footballeurs, des entrepreneurs X ou Y créent des studios pour appeler des gens à venir raconter leur parcours, leur vie, leur quotidien. Et on se rend compte finalement que ce sont des contenus qui font de milliers de vues sur Internet. Que recherche-t-on en allant écouter la vie d'autrui pendant 2 heures, 3 heures, en fait, 30 minutes? C'est pas qu'on recherche tout, en fait. Le truc le plus important dans les podcasts, c'est que avec un Internet et un téléphone, tu écoutes tes podcasts partout. Moi, par exemple, à Paris, des fois, dans mes cours, je laisse ma voiture, je rentre dans les transports, je prends le métro ou bien les RER, je suis avec mes écouteurs, j'écoute des podcasts à longueur de journée. Donc, c'est ce qui différencie... Podcast ici axé sur le récit personnel. Ouais, déjà, c'est un truc audio, comme ce qui se passe à la radio. Seulement que la différence entre un podcast, c'est que la radio, c'est sur une station et tu ne peux pas capter une radio un peu partout dans le monde entier. Alors qu'avec ton téléphone Internet, tu vas sur, je ne vais pas citer le nom de toutes ces plateformes qui distribuent les podcasts, mais quand tu vas sur toutes ces plateformes, tu peux écouter tes podcasts un peu partout. On entend bien on va dire ce développement. Mais la réalité, justement, le contenu du podcast, d'accord? Est-ce qu'un podcast sur, je sais pas, la biodiversité intéresserait autant qu'un podcast sur la vie de Samuel Eto'o, par exemple, sur la vie de Singila qui vient de fêter 20 ans de carrière? Est-ce que cela intéresserait autant? On remarque que ce qui intéresse plus le public, ce qui les attire, ils sont aguichés par des histoires qui touchent des individus personnellement. Pourquoi? Aujourd'hui, on a différentes classes humaines. Okay? Donc, ce qui veut dire que la biodiversité va intéresser ceux qui sont dans ce domaine. Une petite minorité, voilà. sans doute. Non, pas petite minorité, parce que la biodiversité intéresse Stéphane, tout le vous monde. faites la fine bouche, Stéphane. Non, même pas. Aujourd'hui, moi, avec mes expériences et mes parcours, moi, j'ai compris tellement de choses que... Vous êtes sûr que quand vous allez sur Internet, c'est pour aller regarder la biodiversité? Je regarde ce qui concerne mon domaine d'activité. D'accord. Okay? Maintenant, ceux qui s'ennuient et ils ont le temps à passer sur Internet, ils vont aller écouter ce qui les arrange. D'accord. Alors, je reviens à vous tout à l'heure, professeur Valdi. Vous comprenez le sens de ma question. Aujourd'hui, on est tous portés par aller regarder la vie d'autrui. C'est presque même instinctif. C'est même devenu un geste normal. Pourquoi? Moi, je pense, comme vous avez dit, les gens seront plus intéressés à aller écouter la vie de Samuel Eto'o, par exemple, parce qu'il y a des gens qui l'admirent. Il y a des gens qui le regardent de l'extérieur, mais qui ne savent pas ce qui se passe dans son quotidien, ce qu'il a vécu pour en arriver là. Et je me dis, les gens s'en inspirent. Écouter l'histoire de cette personne, par exemple, c'est édifier beaucoup d'autres personnes qui peut-être voudront être à sa place, peut-être voudront avoir le même parcours. Je me dis que c'est ça. Mais après, il y a énormément de contenus qui ne sont pas forcément éducatifs, mais qui intéressent les gens. Pourquoi? Je ne saurais le dire, parce que je ne consomme pas ce genre de contenu. Vous n'êtes pas Samuel Eto'o, vous n'êtes pas Madonna, vous n'êtes pas X ou Y, vous êtes Valdi Gbagidi. Pourtant, vous cumulez presque 50 000 abonnés sur votre compte TikTok. Qu'est-ce que vous offrez à voir pour que des gens spontanément, justement, viennent s'intéresser à vous? Quelque chose de différent. D'accord. J'ose. On va dire ça comme ça. Et il y a énormément de femmes qui sont comme moi, qui se retrouvent en moi et qui arrivent à travers mon canal parler de choses dont ils n'ont pas le courage de discuter à la maison ou avec leurs camarades. On ne peut pas parler de viol, par exemple, avec ses parents. On ne peut pas parler de harcèlement avec ses parents parce que c'est encore des sujets tabous. Mais à travers au moins moi, mon canal,
j'ai le courage d'en parler et voilà, c'est un sujet de conversation, on va dire. D'accord. Docteur Edea, est-ce que finalement ce n'est pas le besoin de reconnaissance qui pousse les individus à partager leur vie sur les réseaux sociaux? Est-ce que ce n'est pas une quête de validation sociale, j'ai envie de dire? Est-ce que ce n'est pas un besoin d'être vu et d'être reconnu, justement, qui pousse les gens à aller s'exposer sur les réseaux? Oui, merci, M. Eman. Par rapport à cette question, d'abord, il faut dire que le débat est très intéressant. Et quand on écoute Mme Baguili et M. Stéphane, je crois qu'on peut se réjouir de ce qu'ils aiment ce qu'ils font. Je crois que c'est la raison principale d'abord. Ce n'est pas forcément parce qu'on a envie de se faire voir. Ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler le m'as-tu vu. Vous voyez, quand vous avez suivi Mme Baguili dans sa première intervention, elle a utilisé des mots forts. Elle dit, c'est une question de personnalité. Elle dit qu'elle a subi quelques critiques par rapport à son physique, et pourtant elle a un beau physique. C'est cela. Et elle dit en plus, pour me faire valoir, pour dire aux gens que je m'aime moi-même et amener d'autres à travers moi, à s'aimer eux-mêmes, à aimer leur corps, à s'aimer tels qu'ils sont, et physiquement, et mentalement, et intellectuellement, et spirituellement. Alors, elle a décidé de travailler pour inspirer d'autres. Donc, il y a le souci, non seulement de montrer qui on est, de se faire valoir, mais il y a aussi le souci d'être pour les autres une référence et un modèle. Et je pense que ce sont des causes nobles. Et ça, il faut le dire. Au-delà, donc, oui, de ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, le m'as-tu vu, il y a des valeurs qui sont plus importantes et qui sont cachées derrière ces actions. Alors, docteur, il y a ça, c'est peut-être pour une grande minorité. Pour la grande majorité, lorsque vous, on va dire quoi, vous défilez sur TikTok, d'accord, vous scrollez, comme on le dit dans le jargon, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de vidéos qui ne servent pas à grand-chose, mais qui ont des milliers de likes, c'est-à-dire, je me réveille le matin, voilà, je suis allé faire du sport, je suis allé prendre du café, voilà, je suis allé voir une amie, on a discuté un moment, enfin, j'ai pavané un peu, je me suis pavané, pardon, dans la ville. Bref, je raconte ma journée qui n'a, au fond, en soi, rien d'intéressant, rien de, voilà, très original, mais je raconte quand même. Et puis vous voyez tout le monde, coucou, story time. Donc aujourd'hui, je suis allé. En réalité, qu'est-ce que ça apporte à la communauté? Raconter sa journée, par exemple, qui n'est pas si extraordinaire que ça. Je n'ai pas remporté de médaille, je n'ai pas eu de distinction particulière, je n'ai pas eu de reconnaissance particulière. C'est une journée comme toute autre journée pour des milliers d'autres personnes dans le monde, mais que moi, je décide de raconter. Pourquoi? La raison est simple. La création par rapport à la technologie aujourd'hui ou par rapport donc aux réseaux sociaux est en fait liée aux antipodes d'une réalité humaine, à savoir le stress. Notre monde est fondamentalement et fortement un monde stressé aujourd'hui. Et donc, les hommes sont arrivés pour lutter contre le stress et lutter contre tout ce que le stress engendre comme conséquence, sont arrivés alors à inventer, à créer d'autres moyens, voyez-vous, qui sont liés, bien évidemment, à tout ce que nous constatons sur les réseaux sociaux. Donc, la raison, elle est toute simple, et c'est cela. Et les gens prennent du plaisir, puisque n'oubliez pas que l'homme est un être de plaisir aussi, c'est un être de distraction. Et quand vous regardez un peu le quotidien de chaque être humain, quand vous regardez un peu la réalité qui est la nôtre aujourd'hui, où nous courons dans tous les sens, où le combat est un combat sérieux, un combat véritable, un combat, j'allais dire, dur, les gens s'offrent des moments de plaisir. D'accord. Et donc, c'est pour cela que quand les gens racontent ça, ce n'est pas forcément pour donner de leçons à qui que ce soit, mais l'objectif premier, c'est de distraire et c'est de se distraire. D'accord. Stéphane, quand on flaire, où on a le sens des affaires, le sens du business, comme on le dit, on se rend compte que raconter sa vie ou raconter la vie d'autrui peut générer des ressources. Et donc, comme vous, on crée un studio pour des gens qui ont envie peut-être de reconnaissance, de venir raconter leur histoire, mais derrière vous, vous faites votre business, tranquille. On peut dire que vous faites du business sur le dos de la vie des gens. Non. Non. En fait, le but de ce studio déjà à Cotonou, en fait, c'est de permettre à ce que ceux qui ont envie de parler de ce qu'ils font dans leur domaine d'activité. D'accord.
révéler leur domaine d'activité, donner de la visibilité, créer des contenus qui sont prêts à motiver, à donner du courage aux jeunes qui veulent émerger, leur donner plus de force. Par exemple, nous, on a des émissions qu'on fait chez nous où on invite des gens qui motivent, par exemple, un jeune bachelier qui veut se diriger dans le droit. À la fin, il doit savoir s'il veut être avocat des affaires, avocat immobilier, avocat ci et ça. Donc, le but, en fait, c'est pas de faire de l'argent dans le dos des gens, mais c'est pas dans le dos, hein. C'est-à-dire, c'est du business comme toujours, hein. C'est pas une bonne affaire. En premier, c'est pas le business. D'accord. En premier, c'est de ramener quelque chose d'important déjà à Cotonou, au Bénin. Et la deuxième chose, c'est de permettre à ceux qui ont une histoire à raconter et une motivation à donner à la jeunesse, des conseils, des anecdotes, à venir parler. D'accord. Alors, Valdi, aujourd'hui, avec les critères de monétisation mis en place par les réseaux sociaux pour permettre aux créateurs de contenu de se faire un peu de ressources, on se rend compte que, d'accord, le raccourci, ou du moins le domaine, le secteur de la création de contenu qui permet d'attirer rapidement les regards sur soi, c'est effectivement parler de soi. Est-ce que vous partagez cet avis? Et c'est vrai qu'avec l'avènement de la monétisation, sur TikTok plus précisément, on est plus amené à raconter un peu de tout parce qu'on sait que ça intéresse les gens. Et avant de répondre à la question, je voulais rebondir sur ce que le professeur avait dit. Vous avez demandé pourquoi les gens le faisaient. C'est un peu comme vous finissez votre travail. Si c'est que vous aimez regarder le foot, vous allez vous asseoir devant un match, je ne sais pas, qui dure 45 minutes ou je ne sais pas. 45 minutes fois 2. Vous voyez. Et je ne sais pas ce que ça vous apporte concrètement, mais c'est une manière de vous distraire. Il y a certaines personnes qui vont préférer aller s'asseoir dans les bars, boire un coup. Concrètement, ça ne leur apporte rien. Au contraire, ça peut même jouer sur votre santé. Mais c'est juste une manière de se distraire et d'oublier le quotidien. Comme celles qui vont s'asseoir devant les feuilletons également. C'est la même chose. Raconter son quotidien, raconter sa vie, raconter ce que tu as fait dans la journée, ça peut paraître banal, mais ça distrait d'autres personnes. D'accord. Donc, à travers ça, certes, la monétisation a poussé les personnes à aller un peu dans l'extrême, mais c'est plutôt une manière de distraire d'autres personnes et de se distraire, comme le professeur avait dit. D'accord. Alors, vous avez osé, d'accord, dire sur les réseaux ce qui est presque intime à vous, d'accord? Vous avez affirmé avoir été victime de viol. On va voir la vidéo que vous avez réalisée, que vous avez postée sur chaîne YouTube, pardon. Oui, j'ai fait le tour, j'ai fait le tour pour aller voir, aller fouiller un peu. Vous avez posté cette vidéo sur votre chaîne YouTube. On va découvrir ici un extrait de votre déclaration. Je suis créatrice de contenu sur les réseaux et ceci est ma première vidéo YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ils m'ont connue parce que voilà, je suis jeune femme, je suis ronde et mes contenus ont été axés sur ça depuis mes débuts, sur la confiance en soi, l'acceptation de soi, le body positivisme. Je rayonne clairement et ma communauté est plus ce genre de femmes qui se retrouvaient en moi. Pour ma première vidéo, j'avais envie de raconter enfin mon viol, comment ça s'est passé, la réaction de mes proches quand ils ont appris ce qui s'est passé et également quand ils ont su que j'en parlais publiquement. Surtout, ce qui m'a poussée à en parler. Je vais tout détailler dans cette vidéo. On n'aura pas le temps de suivre toute la vidéo, malheureusement. En tout cas, si vous avez envie de suivre, c'est disponible sur votre chaîne YouTube, Valdi Baguidi, c'est bien cela? Si. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que vous décidez de raconter sur les réseaux sociaux une histoire qui est quand même marquante, une histoire qui est touchante, qui n'est pas faite de rire, malheureusement? Pourquoi vous décidez de vous confier sur les réseaux sociaux? Pour une thérapie? Non. Bon, c'est vrai que ça peut me servir de thérapie, je vais l'avouer. Mais c'est surtout pour créer un nid de discussion. Parce que j'ai été victime de viol, mais j'ai jamais eu le courage d'en parler autour de moi. Et à un moment donné, je vivais des choses qui avaient forcément un rapport avec ce qui s'est passé, mais je n'arrivais pas à trouver des réponses, je n'arrivais pas à trouver des solutions. Et je me suis dit qu'il y avait énormément de femmes qui se retrouvaient peut-être dans ce cas, dans cette situation, et qui avaient besoin d'en parler. Et je sais pas, je vais dire que
c'est comme un instinct. Et je me suis dit, pourquoi ne pas en parler sur les réseaux? Évidemment, j'en ai parlé à mes parents avant de venir sur les réseaux, mais je me suis dit, c'est pas à nous d'avoir honte de raconter un truc comme ça. J'ai été victime, c'était pas ma faute, j'ai pas voulu. Donc, en parler, c'est juste pouvoir rendre la chose moins taboue et pousser beaucoup d'autres femmes à dévoiler, à parler, à chercher des solutions aux problèmes qu'elles rencontrent, à tout ce qu'elles vivent à travers, voilà, justement, mon histoire. D'accord. Stéphane, des histoires du genre, des récits du genre, pardon, c'est peut-être des histoires qui peuvent vous intéresser pour votre studio, par exemple, des personnes victimes de situations particulières, mais qui souhaiteraient en parler pour conscientiser, impacter d'autres personnes. Si, c'est des sujets très, très intéressants parce que ça ouvre la voie aux autres, ça ouvre l'œil aux autres de savoir qu'aujourd'hui, il ou elle peut avoir le courage d'en parler, il ou elle peut avoir le courage d'assumer parce que souvent Allez-y. Souvent, ceux qui ont été violés ont tendance à avoir honte, alors que c'est les violeurs qui devaient avoir honte. Donc, une émission pareille serait super intéressante pour que je défie d'autres femmes, d'autres hommes, parce que c'est dans les deux cas. Les hommes ont été violés, les femmes ont été violées. Donc. D'accord. Alors, professeur, vous vous rendez compte aujourd'hui que les réseaux sociaux se présentent comme un exutoire pour se faire sa propre thérapie aussi. Oui. Est-ce qu'à la base, c'était ça le rôle des réseaux? Mais le rôle des réseaux sociaux, c'est d'abord... l'objectif principal, c'est la mise en contact des humains. Et la mise en contact des humains suppose un ensemble d'éléments. Lorsque nous sommes en communication, nous communiquons sur tous les sujets qui intéressent et qui concernent l'homme. Et par conséquent, que les gens fassent le choix d'exposer leur vie ou que les gens fassent le choix de parler donc de leurs affaires sur les réseaux sociaux, de mon point de vue, cela ne pose aucun problème puisque les réseaux sociaux visent la communication, l'intercommunication et lorsque nous sommes dans la communication, dans l'intercommunication, tous les sujets qui intéressent l'homme peuvent être abordés. Et au-delà de ces sujets, comme je le disais, en dehors peut-être du caractère plus ou moins exhibitionniste qu'on peut condamner parce que par moment, il y a des choses qui touchent peut-être aux valeurs morales, aux principes éthiques. Au-delà donc de ce reproche-là, il faut reconnaître que sur les réseaux sociaux, sur tous ces réseaux-là, on peut apprendre, on peut se découvrir, on peut se découvrir à travers l'autre, on peut s'inspirer de l'autre. Et comme Stéphane le dit, on peut conscientiser l'autre. Et je pense qu'il faut beaucoup plus voir le côté positif, l'impact positif donc, de ces réseaux sociaux que leur impact négatif. D'accord. Valdi, dans vos vidéos, on se rend compte que on découvre chez vous, du moins, j'espère, ça peut ne pas être le cas, mais on vous découvre chez vous, dans votre espace de vie qui est censé être privé. On vous suit dans vos déplacements. Je suis allé à Lomé, je suis allé à Parakou, je suis allé à tel autre endroit. Finalement, qu'est-ce que vous gardez de vous qui n'est que pour vous, finalement? Il y a énormément de choses. Il y a énormément de choses. Donc finalement, on ne sait pas grand-chose. Ah non. Je sais ce que je partage. Et si je les partage, c'est justement pour un but donné. Il y a des choses que je garde privées. Par exemple, relation avec mes parents, je ne détaille pas ça. Et si ça arrive à un moment donné que je détaille, ça sera forcément pour passer un certain message. Donc oui, il y a des parties de ma vie qui sont quand même intimes. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que votre vie privée déborde parfois dans l'espace public? Ça peut arriver. Ça peut arriver parce que à un moment donné, on devient une personne publique et on ne contrôle pas forcément tout ce qui nous concerne, qui vient sur la toile. Toi, tu peux décider, par exemple, d'aller manger seul sans pour autant vouloir mettre ça sur la toile. Quelqu'un d'autre te rencontre, te reconnaît et va partager ça sans forcément avoir ton consentement. Donc oui, on peut dire qu'à un moment donné, ça peut déborder. Mais de toute façon, on fait en sorte de rester dans les normes. Quel est aujourd'hui votre rapport avec l'intimité? Quelle intimité, c'est-à-dire? Enfin, quelle est aujourd'hui, je vais dire, comment est-ce que vous concevez l'intimité? Déjà que pratiquement beaucoup de choses de votre vie se retrouvent sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que vous concevez aujourd'hui l'intimité? Aujourd'hui, ma vie, c'est ça. Je ne vais pas le nier. Ma vie, c'est justement mes réseaux. Et certes, ça peut impacter de façon négative parce que
ça fait que je suis plus renfermée. Je m'adresse plus à ma communauté comme si c'est des personnes qui sont proches de moi, comme si c'est des amis. Enfin, j'ai plus de facilité quand j'ai un problème, par exemple, à aller en parler à ces personnes-là. Donc, ça peut avoir des conséquences parce que tout le monde ne t'aime pas, comme on le dit. Mais pour moi, c'est ma manière d'extérioriser tout ce que je ressens, tout ce que je vis. Et, voilà. Et comment vous arrivez à trouver un équilibre entre le désir de partager et le besoin de préserver votre intimité? Ça se joue sur l'instinct. On va dire ça comme ça se joue sur l'instinct. Je sais ce que j'ai envie de partager et je sais, c'est une question d'image également. Il y a des choses que je sais que je ne veux pas forcément qu'on associe mon image à ça. Je ne partage pas ce genre de choses. D'accord. Alors, Procheur, à quel moment le partage devient-il de l'exhibitionnisme? Oui, c'est lorsque il y a un manque de discernement. Et c'est d'ailleurs la question que vous lui avez posée, les éléments de réponse qu'on peut apporter à cela, pour faire la distinction entre ce qu'on peut partager et ce qu'on peut garder pour soi, c'est qu'il faut faire preuve d'un esprit véritable de discernement. Il faut être suffisamment responsable, faire des choix suffisamment intelligents, des choix raisonnables pour que votre image impacte beaucoup plus positivement des gens que négativement. Parce que si vous n'arrivez pas à faire ce discernement-là, si vous ne publiez pas des choses responsables, vous allez alors tomber un peu dans l'immoralité ou du moins dans l'amoralité. Et dans ces conditions, on pourrait vous trouver exhibitionniste, on pourrait vous qualifier aussi d'immoral. Et je crois que c'est le conseil qu'il faut donner à ces gens-là qui donnent du contenu, qui créent du contenu sur les réseaux sociaux. Il faut leur dire que le sens de responsabilité doit être véritablement pris en compte. Ils doivent en faire preuve pour impacter beaucoup plus positivement que négativement. Alors Stéphane, je vous bouge un peu de votre zone de confort. On se rend compte aujourd'hui que tous autant que nous disposons de smartphones et que lorsque nous allons dans des endroits, que ce soit dans un restaurant, dans un hôtel, à la plage, à la piscine, partout où nous allons aujourd'hui, le premier réflexe que nous avons, c'est de filmer. Nous allons à un concert, le premier réflexe que nous avons, c'est de filmer. Plutôt que de vivre l'instant, finalement, on subit l'instant et on confie nos souvenirs à un téléphone. Pourquoi? Bon, je me dis que d'autres le font pour garder des archives, se créer des archives, et d'autres le font aussi pour le relayer instantanément sur les réseaux, pour partager là où ils sont, pour partager ces moments avec leur communauté, comme Madame disait tout à l'heure. Donc, chacun avec sa façon de fonctionner, avec à l'endroit où il est à l'instant T. Parce que moi, un concert, je vis un concert. À la plage, je profite du moment calme, paisible. Donc, filmer tout, c'est pas moi mon délit. Mais quand je filme certaines choses, c'est pour les garder pour moi-même, pour créer des souvenirs, pour créer des archives. D'accord. Mais il n'y a qu'aujourd'hui, Valdi, le fait de vivre la vie que vous avez choisie, d'accord, de partager votre quotidien sur les réseaux, a des revers, a des conséquences. La dépression n'est jamais bien loin. Vous avez partagé, évidemment, votre histoire sur la dépression, sur comment vous avez un peu sombré. On va écouter un bout de cette histoire-là et on revient juste après pour conclure ce plateau. Je ne voulais pas l'admettre, mais les commentaires que je recevais sur les réseaux me touchaient plus que je ne l'imaginais. Je me suis forgé cette carapace de femme forte qui a confiance en elle et qui n'est pas touchée par la vie des autres. Mais en vrai, même moi, j'ai mes limites. Je pense que j'accumulais et je ne voulais pas voir le problème en face. Et comme un ballon, j'ai juste éclaté. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, je pense que c'était ce commentaire parce que ça touchait mon avenir. Et je pense que ce sont des questions que je me posais moi-même. Ou ce sont des choses que je me disais moi-même. Est-ce que j'étais assez? Est-ce que j'étais à ma place? Ça m'a fait me remettre en question. Je me sentais inutile, j'avais plus quoi à rien. Et je ne voulais pas avouer qu'un commentaire a pu mettre dans ma confiance. J'avais vraiment besoin de faire une pause, donc j'ai disparu pendant juste une semaine. J'avais vraiment besoin de prendre ces une semaine-là au risque de rentrer dans une dépression. Je sais que certains n'ont pas remarqué, mais une semaine de pause. Et c'est ça le risque avec les réseaux. Les gens te remarquent que quand t'es là, quand t'es pas là, on s'en fout. C'est dommage, mais bon, c'est la réalité. Et pendant cette semaine, je suis allée faire du vélo. Je vais faire un autre vlog pour vous raconter comment ça s'est passé.
parce que c'est un truc extraordinaire. J'aurais jamais cru que j'allais pouvoir faire un truc comme ça de ma vie. J'ai fait du vélo de Cotonou à Vida avec des amis. Ensuite, et donc j'ai décidé de mettre mon ego de côté et de demander de l'aide. J'ai discuté avec plein de personnes. Je pense que j'avais besoin de réconfort. J'avais besoin que les gens me rappellent que je suis importante et que je fais quelque chose de bien. J'avais besoin de l'entendre d'autres personnes. Et ça m'a fait du bien quand même de parler de mes problèmes. Ensuite, je me suis fait beaucoup belle dans la période. Ça me fait du bien aussi pour me rappeler que ce qu'on a, il n'avait pas raison. En fait, je suis très belle. Je suis pas parfaite. Je suis pas comme les bombastes d'Instagram, évidemment. Mais je suis parfaite à ma manière. Et j'avais... Voilà, oui, vous êtes parfaite à votre manière, Valdi. Oui, la dépression n'est jamais bien loin quand on est présent un peu trop aussi sur les réseaux. Vous nous en parlez? Comment vous avez vécu cette période? Très mal. Parce que, certes, je partageais beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, mais les haters, comme on dit, ne sont jamais bien loin. Et ils sont là jusqu'au point d'atteindre ta santé mentale. Et on peut se mettre une grosse carapace, dire que ça ne nous touche pas, mais à un moment donné, il y en a qui vont te toucher d'une certaine manière. Donc, j'ai essayé de faire une pause pour faire le point sur pourquoi j'ai commencé et pourquoi j'étais là. C'est aussi le revers des réseaux. Ouais. Et il y a des internautes qui demandent à savoir, ça c'est à votre totale discrétion de répondre ou non, si Valdi est marié, a des enfants, et comment est-ce que sa famille, sinon comment son homme et évidemment éventuellement ses enfants perçoivent cette vie sur les réseaux. Je suis ni mariée, ni en couple, ni avec des enfants. D'accord. Donc, pour le moment, c'est vous seul qui décidez. Ça peut changer après, mais pour le moment, c'est votre décision personnelle. Docteur, merci. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin, mener la réflexion avec nous. Merci également à vous, Stéphane Bossa. Vous êtes donc le promoteur de ces Créavos Studio, qui est à Cotonou. Qui est à Cotonou. Oui. Très bien. Valdi, merci. Et à très bientôt. On espère vous retrouver très prochainement par ici pour, pourquoi pas, évoquer d'autres sujets tout aussi intéressants. 5 sur 7 matin à suivre. Imelda Bada va nous parler, elle, de son combat pour le rayonnement du Bénin à l'extérieur. Elle est la chargée d'affaires au consulat régional du Bénin à Bordeaux. Elle nous dira à peu près ce qu'elle fait entre le festival Zobin et ses nombreuses orientations professionnelles. Elle nous dira tout. Derrière Marcel Arossi pour la revue de presse. Tout ceci va se tenir en 9 minutes chrono. Tout de suite.